Pendant le dîner du dimanche, ma mère a dit « Ton frère emménage dans ta maison ». J'ai acquiescé tranquillement, bien sûr, si ça ne dérange pas les nouveaux propriétaires. L'expression sur le visage de mon père quand il a finalement compris. Je suis Hélène, une femme de 32 ans. Je vis seule dans un petit pavillon de 2 chambres dans un quartier résidentiel calme. Depuis 6 ans, je travaille comme analyste de données senior pour une grande entreprise de technologie, un travail qui me permet de travailler de chez moi, entouré par le silence réconfortant des feuilles de calcul et du code. Ma vie est un écosystème soigneusement organisé d'ordre et de prévisibilité, un contraste frappant avec la famille chaotique dans laquelle j'ai grandi. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai finalement démantelé cet écosystème. Pas avec un grand fracas, mais avec une signature sur les pointillés, tout ça à cause d'une seule exigence pleine de suffisance, faite autour d'une assiette de rôti de bœuf. Avant que cette histoire ne se déroule, j'adorerais me connecter avec vous. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Dans ma famille, les rôles ont été attribués très tôt et gravés de façon permanente dans la pierre. Mon frère cadet, Ethan, était l'enfant chéri. Mes parents, Margaret et Mark, étaient son public admiratif. Et moi, j'étais le bouc émissaire, ou peut-être plus précisément, la poutre de soutien, l'élément structurel silencieux qu'on ne remarquait que s'il ne parvenait pas à tout maintenir. Ethan, à 29 ans, était un graphiste en herbe, un titre qu'il portait depuis près d'une décennie. C'était une façon romantique de dire qu'il était perpétuellement au chômage, sautant entre des stages non rémunérés, des projets passionnants qui ne se matérialisaient jamais, et des missions en freelance qui couvraient à peine ses dépenses pour une semaine. Il était charmant, charismatique, et possédait une capacité presque magique à convaincre mes parents que sa grande percée était imminente. Chaque échec n'était qu'une préparation pour un futur retour en force, chaque mauvaise décision une expérience d'apprentissage sur son parcours artistique. Mon parcours, en revanche, devait être linéaire et pratique. Alors qu'Ethan recevait une voiture neuve pour son 18e anniversaire afin de se trouver lors d'un road trip à travers le pays, on me donnait des horaires de bus et un sermon sur l'importance d'économiser pour un véhicule d'occasion fiable. Alors que ses frais de scolarité pour un diplôme en beaux-arts étaient payés sans discussion, je devais couvrir la moitié des miens pour un diplôme en statistique, en occupant 2 emplois à temps partiel et en postulant à toutes les bourses que je pouvais trouver. Mes parents appelaient ça forger le caractère. J'appelais ça ce que c'était, 2 poids, 2 mesures. La règle tacite était que les rêves d'Ethan étaient un investissement. Ma stabilité était une attente. Mes réussites étaient accueillies avec une reconnaissance tiède. Obtenir mon diplôme avec mention. C'est bien, ma chérie. Ethan vient de concevoir une magnifique affiche pour la vente de gâteaux locales. Obtenir ma première promotion majeure. C'est super. As-tu entendu qu'Ethan pense à lancer un podcast? Acheter ma propre maison à 28 ans? Celui-ci fut le plus grand non-événement de tous. C'était une étape importante née d'années de vie frugale, de refus de vacances et de soirées, de l'investissement de chaque dollar disponible dans un apport. J'étais immensément fier de mon petit pavillon. Il était modeste, mais il était à moi. C'était mon sanctuaire, le seul endroit sur Terre où je n'étais pas la poutre de soutien, mais l'architecte. Pour mes parents, ma maison était moins une réussite personnelle qu'un atout pratique. Oh, la maison d'Hélène est si proche de cette super boucherie, disait ma mère. Ou, on peut juste déposer ses boîtes en plus chez Hélène. Elle a de la place. Ma chambre d'amis est devenue une unité de stockage non officielle pour leurs décorations saisonnières et les hobbies ratés d'Ethan, un tour de potier, un jeu de platine de Digi. Un chevalet encore éclaboussé de peinture séchée. Mon rôle était d'être accommodante, de hocher la tête, de sourire et de faire de la place. Toute résistance était accueillie par des soupirs et des accusations d'être difficile ou ingrate. On a juste besoin d'un peu d'aide, Hélène. C'est ce que fait une famille. La dynamique était épuisante, mais pendant des années, j'ai joué mon rôle. Je désirais ardemment leur approbation, une miette des éloges inconditionnels qu'ils déversaient sur Ethan. Je pensais que si j'étais assez responsable, assez réussi et assez serviable, ils finiraient par me voir. Ils verraient Hélène, leur fille, pas seulement Hélène, le plan de secours fiable. C'était un espoir insensé, un rêve d'enfant que je n'arrivais pas à chasser. Les dîners du dimanche étaient la scène où cette pièce se jouait chaque semaine. Je conduisais les 20 minutes jusqu'à leur maison,
me préparant mentalement à l'inévitable monologue sur la dernière entreprise ou crise d'Ethan. Mon père, Marc, un homme qui passait ses journées comme comptable à équilibrer méticuleusement des registres, semblait incapable de voir le déséquilibre émotionnel dans sa propre maison. Il s'asseyait en bout de table, un roi silencieux et passif dans un royaume où son fils était le prince héritier. Ma mère, Margaret, une infirmière à la retraite, dirigeait la maison avec un mélange d'affection mielleuse pour Ethan et d'instructions normatives pour moi. Elle s'agitait autour de l'assiette d'Ethan tout en me demandant pourquoi j'avais l'air fatigué ou si j'étais toujours célibataire. Il y a quelques mois, la crise était la panne de voiture d'Ethan. Il ne pouvait pas payer les réparations, alors il a dû utiliser ma voiture pendant 3 semaines, me laissant naviguer à travers une série de trajets en bus peu pratiques. « Tu travailles de la maison, Hélène ?» avait dit ma mère, comme si mon temps et ma liberté étaient jetables. Ethan doit se rendre à ces événements de réseautage. Je ne me suis pas battu. J'ai réorganisé mon emploi du temps, enduré les tracas, et senti un œuf familier de ressentiment se serrer dans mon estomac. Quand j'ai récupéré ma voiture, le réservoir d'essence était vide, et il y avait une nouvelle bosse sur la portière côté passager dont Ethan prétendait ne rien savoir. Pas de merci, pas d'excuses. C'était simplement attendu. Le mois dernier, c'était son loyer. Il se faisait expulser de son appartement branché du centre-ville parce qu'il avait 3 mois de retard. Il avait dépensé l'argent de son loyer pour un nouvel ordinateur haut de gamme parce que, soutenait-il, il faut investir dans les outils du métier. L'appel frénétique est venu de ma mère, pas de lui. Hélène, tu dois aider. Ton frère va se retrouver à la rue. Le sous-entendu était clair. Tes économies, ta budgétisation responsable devrait être le filet de sécurité pour son irresponsabilité. J'ai cédé. Je lui ai transféré l'argent, une somme qui me retournait l'estomac, sachant qu'elle ne serait jamais remboursée. Il l'a accepté non pas avec gratitude, mais avec l'air désinvolte de quelqu'un qui recouvre une dette. Ces incidents étaient les briques du mur qui se construisaient lentement entre ma famille et moi. Je ne réalisais juste pas à quel point ce mur était devenu haut jusqu'à ce dernier dîner du dimanche. J'y suis allé ce jour-là en m'attendant à la performance habituelle. Je n'avais aucune idée que c'était le jour où ils exigeraient enfin non pas juste une partie de ma vie, mais ses fondations entières. L'arôme de rôti de bœuf et de pommes de terre rôties emplissait la maison de mes parents. Une odeur qui signifiait autrefois le réconfort, mais qui maintenant ressemblait juste au préambule d'une négociation que j'étais destiné à perdre. Je suis entré et j'ai posé mon offrande symbolique, une bouteille de vin, sur le comptoir de la cuisine. Ma mère, Margaret, s'est détournée de la cuisinière, s'essuyant les mains sur son tablier. Hélène, te voilà. Ethan est dans le salon. Il a une nouvelle des plus excitantes. Ses yeux brillaient d'une fierté familière par procuration. J'ai forcé un sourire et je suis allé dans le salon. Ethan était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux, m'a adressé un sourire paresseux et a dit « Salut sœurette, accroche-toi. De grandes choses se préparent. » Mon père, Marc, a levé les yeux de son journal dans le fauteuil, un sourire placide sur le visage. « Ton frère tient vraiment quelque chose cette fois, » dit-il, la voix pleine d'une confiance imméritée. C'était le premier acte, l'échauffement standard. Pendant les 20 minutes suivantes, Ethan a détaillé sa dernière entreprise. Il passait du graphisme à consultant en images de marque et influenceur sur les réseaux sociaux. Il parlait dans un flot de mots à la mode, synergie, disruption, image de marque personnelle. Ça semblait impressionnant, mais ne signifiait rien. Il avait dépensé le reste de mon prêt pour un séminaire d'un week-end en ville qui avait apparemment changé sa vie. Maintenant, il était prêt à lancer sa propre agence de conseil. Le seul problème, expliqua-t-il, était qu'il avait besoin d'une phase de relance, une période pour rassembler son portfolio, construire sa présence en ligne et vivre sans loyer pendant qu'il concentrait toute son énergie sur sa nouvelle carrière. J'ai hoché la tête, offrant des bruits d'encouragement non engageants. Waouh, c'est super. Ça a l'air intéressant. Je connaissais mon rôle. Être la sœur de soutien, l'investisseuse silencieuse dans son tourniquet de rêve. Nous sommes passés à la salle à manger. La table était mise avec la belle vaisselle, comme toujours le dimanche. La conversation était légère pendant que ma mère apportait la nourriture. Nous avons parlé du temps, du nouveau chiot d'un voisin, du golf de mon père. C'était une illusion de normalité soigneusement construite, le calme avant la tempête. J'aurais dû le voir venir.
L'atmosphère trop joyeuse, les nouvelles excitantes, tout cela n'était qu'une mise en scène délibérée. Ma mère s'est assise, a posé sa serviette sur ses genoux et m'a regardé avec un sourire radieux. Eh bien, avec tout ce changement, nous avons trouvé la solution parfaite pour aider Ethan à se remettre sur pied, a-t-elle annoncé à la tablée. C'est vraiment le plan le plus sensé. Mon père a hoché la tête en signe d'accord, coupant déjà son roast-beef. Ethan s'est penché en arrière sur sa chaise, un air suffisant sur le visage. Il savait ce qui allait arriver. Il était dans le coup. Ce n'était pas une discussion. C'était un verdict, et j'étais la seule à ne pas avoir vu les preuves. Quel plan est-ce, ai-je demandé, un sentiment d'effroi s'insinuant lentement en moi. Margaret m'a regardé comme si elle m'offrait le plus beau cadeau du monde. Eh bien, puisque tu as cette chambre d'amis et que tu travailles de la maison de toute façon, c'est réglé. Ton frère emménage chez toi. Elle a tapé légèrement dans ses mains, comme si l'affaire était conclue. Ce ne sera que pour quelques mois, 6, peut-être 8 au maximum, juste le temps qu'il lance son entreprise. C'est parfait. Il aura un endroit calme pour travailler et tu ne seras plus toute seule dans cette maison. L'air m'a manqué. Je l'ai regardé fixement, puis mon père, qui mâchait ses pommes de terre en évitant mon regard. J'ai regardé Ethan, qui m'observait avec un sourire narquois et plein d'attente. Il croyait sincèrement que c'était son dû. Ils le croyaient tous. Ils en avaient discuté, l'avaient planifié, et me le présentaient maintenant non pas comme une question, mais comme une déclaration de fait. Ils n'avaient pas demandé si j'étais d'accord pour héberger mon frère. Ils avaient décidé que je le ferais. Ma maison, mon sanctuaire, était en train d'être réquisitionnée. J'ai ressenti une vague vertigineuse de colère et d'incrédulité. Toutes ces années à être la personne responsable, celle qui planifiait, économisait et se sacrifiait. Tout ça pour devenir une pension gratuite pour mon frère choyé. Vous plaisantez, n'est-ce pas, ai-je réussi à dire, ma voix à peine un murmure. Le sourire de ma mère a vacillé. Ne sois pas dramatique, Hélène. C'est la solution logique. Pourquoi paierions-nous un autre appartement pour lui alors que tu as une chambre parfaitement convenable qui est vide? Elle n'est pas vide, ai-je dit, ma voix se raffermissant. C'est mon bureau, la pièce où je travaille chaque jour. La raison pour laquelle je peux me permettre ma maison en premier lieu. Oh, tu peux travailler à la table de la cuisine, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux. Tu es difficile. Il s'agit de la famille qui est de la famille. Ton frère a besoin de ça. C'est à ton tour de prendre tes responsabilités et de le soutenir. Mon tour. J'avais envie de crier. Quand est-ce que ça n'avait pas été mon tour? Quand n'avais-je jamais pris mes responsabilités? J'ai payé son loyer. Je lui ai prêté ma voiture. J'ai ravalé mon ressentiment à chaque dîner de famille. Que pouvaient-ils bien exiger de plus? Ils avaient leur réponse. Ils exigeaient ma maison. Ethan ne peut pas vivre avec nous, intervint enfin mon père, s'adressant à son assiette. Ta mère et moi sommes à la retraite. Nous avons besoin de notre paix et de notre tranquillité. Tu es jeune. Tu peux gérer la perturbation. L'hypocrisie était stupéfiante. Ils avaient créé cet enfant adulte dépendant et privilégié, et maintenant qu'il devenait un inconvénient pour leur retraite paisible, ils externalisaient la responsabilité sur moi. J'étais la gestionnaire désignée du problème qu'ils avaient passé 29 ans à cultiver. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit en reculant ma chaise. Vous ne pouvez pas simplement décider qui vit dans ma maison. C'est ma maison. Ethan a enfin parlé, sa voix dégoulinant de condescendance. Allons, Hélène. Ne sois pas si égoïste. C'est une immense maison pour une seule personne. C'est quoi le problème? Ce sera amusant. On pourra passer du temps ensemble. Amusant? Il pensait que ce serait amusant. Il m'imaginait continuer à aller travailler tous les jours pendant qu'il ferait la grasse matinée, utiliserait mes affaires, mangerait ma nourriture, et poursuivrait son rêve sans le moindre souci. L'audace de tout cela était à couper le souffle. C'était une proposition indécente masquée par le langage du devoir familial. Il ne me demandait pas. Il m'informait de ma nouvelle obligation. Mon silence, mes années de conformité tranquille les avaient amenés à croire qu'ils avaient le droit de faire cela. Ils avaient pris ma patience pour une permission. Et alors que j'étais assise là,
à regarder leur visage plein d'attente, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté terrifiante. Tant que je posséderais cette maison, elle ne serait jamais vraiment à moi. Elle serait toujours leur plan de secours, leur filet de sécurité, leur ressource d'urgence, et je ne serais jamais libre. J'ai quitté le dîner dans un état second, le repas à moitié mangé sur mon assiette, symbole d'une conversation qui avait été si brusquement conclue. J'avais marmonné quelque chose sur le fait de ne pas me sentir bien, une faible excuse que personne n'a pris la peine de remettre en question. Ils ont probablement supposé que j'avais juste un moment de mauvaise humeur et que je finirais par me ranger à leur avis, comme toujours. Ma mère a même eu le culot de me crier en partant, « Pansy, ma chérie. Ethan peut commencer à déménager ses affaires le week-end prochain. » Il n'y avait aucune place pour la négociation dans son esprit. La décision était finale. Le trajet de retour à la maison fut un flou de lampadaires et de rage bouillonnante. Je suis entré dans ma maison calme et paisible, et le silence, qui m'apportait habituellement du réconfort, me semblait fragile, comme s'il pouvait être brisé à tout moment. J'ai vu ma maison à travers leurs yeux, non pas comme l'aboutissement de mon travail acharné, mais comme une ressource à exploiter. Mon bureau n'était pas un espace de travail. C'était la future chambre d'Ethan. Mon salon n'était pas mon sanctuaire privé. C'était son futur espace de divertissement. La trahison me semblait être une présence physique dans la pièce, m'étouffant. Le lendemain matin, la campagne a commencé. Ma mère m'a envoyé un texto avec la photo d'un bureau qu'elle avait vu en ligne. Ne serait-ce pas parfait pour la chambre d'Ethan? Pas trop cher. Elle décorait déjà ma maison pour son nouvel habitant. Il n'y avait pas de « Comment te sens-tu » ou « Pouvons-nous en parler ?» C'était une opération tactique menée à toute vapeur. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a appelé. J'ai ignoré. C'est allé sur la messagerie vocale. Hélène, c'est ta mère. Je pensais juste que nous devrions probablement vider ce tour de potier et ces autres affaires d'Ethan de ta chambre d'amis pour faire de la place pour son lit. Quel jour serait bon pour que ton père et moi passions avec le camion? Son ton était léger et efficace, comme si nous planifions une fête surprise au lieu d'une prise de contrôle hostile de ma vie. Les plans de leur trahison devenaient plus clairs à chaque message et appel. Ils n'avaient aucun respect pour mes limites car, dans leur monde, je n'y avais pas droit. Ma vie était une filiale de la plus grande entreprise familiale, et mes actifs devaient être liquidés au profit de l'actionnaire principal, Ethan. J'ai passé la journée dans un état de paralysie anxieuse, incapable de travailler, fixant simplement mon écran. Chaque notification de mail me faisait sursauter, pensant que c'était une autre question logistique de ma mère à propos de l'invasion. Vers l'heure du déjeuner, un texto d'Ethan lui-même est arrivé. « Hey, tu as toujours cette télé de 50 pouces? Je pense qu'elle serait mieux dans le salon que la mienne. Ça te va ?» Il n'avait même pas encore emménagé et il réorganisait déjà les meubles et revendiquait mes biens. La pure et simple suffisance fut ce qui a finalement brisé ma paralysie et l'a remplacée par une détermination froide et dure. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui était sans équivoque de mon côté. J'ai appelé ma meilleure amie Millie. « Salut, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Es-tu libre? Je crois que ma famille vient d'essayer de coloniser ma maison. » Millie, une avocate à l'esprit vif comme un rasoir et avec une tolérance zéro pour les bêtises, m'a retrouvé dans un café une demi-heure plus tard. Alors que j'exposais l'histoire, le dîner du dimanche, les textos de ma mère, la demande de télé d'Ethan, son expression est passée de la sympathie à l'incrédulité, puis à la fureur. « Ils ont fait quoi ?» dit-elle, sa tasse de café heurtant la soucoupe avec un claquement. Hélène, non. Absolument pas. Ce n'est pas de la famille qui est de la famille. C'est une relation parasitaire et tu es l'hôte. Ils te drainent depuis des années et maintenant ils veulent s'installer dans ta circulation sanguine. Entendre quelqu'un d'autre articuler mes sentiments si clairement fut un soulagement. Laisse-les faire, dit Millie en se penchant en avant. Leur opinion n'est pas ta responsabilité. Ta tranquillité d'esprit l'est. Hélène, tu es la meilleure amie d'une avocate, alors tu vas recevoir des conseils juridiques gratuits et très directs. Cette maison est ta propriété. Ton nom est sur le titre de propriété. Ils n'ont aucun droit légal sur elle. Leur seul pouvoir sur toi est l'emprise émotionnelle qu'ils ont cultivée toute ta vie. Il est temps de couper les ponts. Couper les ponts, ai-je demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas simplement couper les ponts avec ma famille.
Ça ne veut pas dire que tu dois les renier. Pas encore, en tout cas, a-t-elle précisé. Ça veut dire que tu dois établir une limite si claire et si absolue qu'ils ne peuvent pas la franchir. Un simple non ne fonctionnera pas avec eux. Ils le verront comme une négociation. Tu dis non. Ils contre-attaqueront avec « Que dirais-tu de juste 3 mois ?» Tu dois créer une situation où non est la seule réponse possible. Une situation où ce n'est plus ta décision à prendre. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Milly m'a aidé à voir le schéma auquel j'avais été aveugle pendant des années. Chaque fois que j'avais cédé, avec la voiture, le loyer, le soutien émotionnel sans fin, je n'achetais pas la paix. Je ne faisais que verser un acompte sur des demandes futures et plus importantes. Je les avais habitués à croire que mes ressources étaient leurs ressources. Ma maison n'était pas la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était la conclusion logique d'une vie de conditionnement. Ils te voient comme une extension d'eux-mêmes, dit Milly en remuant son café froid. Ils ne te respectent pas en tant qu'adulte autonome et distinct. Tu dois faire quelque chose qui les force à le voir, quelque chose d'irréversible. J'ai quitté le café avec un nouveau sentiment de clarté. La colère ne s'était pas dissipée, mais maintenant elle était concentrée. C'était une énergie froide et propre. Les plans de leur trahison étaient étalés devant moi, mais Milly venait de me remettre un nouvel ensemble de plans, les miens. Je suis rentré chez moi et j'ai de nouveau regardé ma maison. Le sanctuaire fragile ne semblait plus si fragile. Il ressemblait à une forteresse, et je n'allais pas les laisser l'assiéger. J'allais le démanteler moi-même, selon mes propres termes, et en construire un nouveau quelque part où il ne pourrait jamais trouver la clé. La campagne de textos et d'appels de ma mère a continué dans la soirée, mais je ne ressentais plus d'effroi. Je ne ressentais rien du tout. J'étais déjà en train de calculer mon évasion. La décision, une fois prise, s'est installée dans mon esprit avec la certitude tranquille d'une équation résolue. Toute ma vie, j'avais réagi aux caprices de ma famille. Maintenant, pour la première fois, j'allais être proactive. Mon évasion ne serait pas bruyante ou conflictuelle. Elle serait silencieuse, rapide et totalement définitive. Ce serait une solution basée sur les données pour un problème émotionnel. La première étape consistait à comprendre mes actifs. En tant qu'analyste de données, c'était ma zone de confort. J'ai passé ce lundi soir non pas à m'angoisser sur le prochain mouvement de ma famille, mais à éplucher mes propres dossiers financiers. J'ai calculé le solde de mon prêt hypothécaire, la valeur marchande estimée de ma maison, mes économies et mon portefeuille d'investissement. Les chiffres à l'écran étaient stimulants. Ils étaient une représentation tangible de mon indépendance, une vie que j'avais construite pour moi-même, ligne par ligne, dollar par dollar. Ma maison, qui m'avait soudain semblé être un fardeau, une attache à la dysfonction de ma famille, était en fait mon plus grand atout et mon billet pour la liberté. Le marché était en plein essor. Je pouvais vendre rapidement et avec un profit significatif. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. Pas n'importe quel agent, mais la meilleure de ma région, une femme connue pour son efficacité et sa discrétion. J'ai expliqué brièvement la situation, la présentant comme un désir de vente rapide hors marché pour éviter les tracas des visites libres. Je devais faire ça discrètement. Elle a parfaitement compris. Une vente privée est tout à fait une option, dit-elle. Laissez-moi faire quelques recherches sur les propriétés comparables. J'aurai un chiffre pour vous d'ici demain. Pendant que j'attendais, j'ai commencé la deuxième phase de mon plan, le désengagement. Cela a commencé avec mon téléphone. Je suis allé dans mes paramètres et j'ai créé un filtre personnalisé. Tous les appels et textos de ma mère, de mon père et d'Ethan seraient désormais mis en sourdine. Ils ne seraient pas bloqués. Je voulais toujours garder une trace de leur tentative de contact, mais mon téléphone ne vibrerait plus avec leurs exigences. Le silence immédiat était un pur bonheur. C'était comme si un bruit de fond oppressant, dont je n'avais pas réalisé la présence, avait été soudainement éteint. Ensuite, je me suis attaqué au front physique. Le matériel de loisirs d'Ethan qui restait dans ma chambre d'amis, redevenu mon bureau à domicile, devait disparaître. J'ai passé l'après-midi à transporter le lourd tour de potier, les platines poussiéreuses et le chevalet taché de peinture jusqu'à mon garage. J'ai pris des photos de chaque article et les ai postées gratuitement sur un site de marché local. À récupérer aujourd'hui, disait l'annonce. En 2 heures, un défilé d'étrangers reconnaissants avait débarrassé toute trace de ses ambitions éphémères.
Alors qu'une jeune étudiante en art chargeait joyeusement le chevalet dans sa voiture, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je reprenais mon espace, 1 mètre carré à la fois. J'ai aussi commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. J'ai regardé des appartements à louer dans un quartier plus proche de la ville, un endroit que ma famille visitait rarement. L'idée d'une nouvelle adresse, une qu'ils ne connaissaient pas, était enivrante. Je pourrais avoir une maison qui serait vraiment à moi, un endroit où ils ne pourraient pas simplement passer à l'improviste ou mentalement réservé pour leur propre usage. J'ai mis quelques annonces prometteuses en favoris. L'agent immobilier a rappelé le lendemain avec un chiffre qui a dépassé mes attentes. La valeur de ma maison avait considérablement augmenté. J'ai un jeune couple en tête, dit-elle. Ils cherchent dans ce quartier exact depuis des mois et se font toujours surenchérir. Ils sont prêts à prouver et veulent aller vite. Si vous êtes sérieuse, je pense que nous pouvons avoir une offre entre vos mains d'ici la fin de la semaine. Je suis sérieuse, ai-je dit, ma voix stable. Allons-y. Tout au long de ce processus, une chose étrange est arrivée à la culpabilité que je m'attendais à ressentir. Elle n'est jamais venue. Je m'attendais à me débattre avec un sentiment de devoir familial, à entendre la voix de ma mère dans ma tête me traiter d'égoïste. Mais il n'y avait rien. L'audace de leur proposition avait été un puissant antidote à une vie de culpabilité conditionnée. Ils n'avaient pas seulement demandé une faveur. Ils avaient essayé de prendre le contrôle de ma vie, de mes finances et de ma maison. Ma réponse n'était pas égoïste. C'était de l'autopréservation. C'était le résultat logique de leurs actions. Mon amie Milly a été mon rock pendant cette période. Je la tenais au courant chaque soir. Ils sont devenus complètement silencieux, lui ai-je dit mercredi, après n'avoir répondu à aucun de leurs appels ou textos pendant 2 jours. C'est juste le néant. C'est sinistre. C'est une tactique, a expliqué Milly. D'abord vient le barrage de demande. Quand ça ne marche pas, ils passent au traitement silencieux. Ils te punissent, s'attendant à ce que tu deviennes anxieuse et que tu reviennes en rampant vers eux, suppliant leur pardon et prête à obéir. Ne tombe pas dans le panneau. Tiens bon. Ces paroles ont renforcé ma résolution. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à une situation spécifique. Il s'agissait de briser un cycle qui avait défini toute ma vie. Je n'étais plus l'Hélène fiable et accommodante. J'étais Hélène, l'architecte de son propre avenir. Vendredi, comme l'avait prédit l'agent, une offre formelle est arrivée. C'était pour le prix demandé, sans condition et avec une date de clôture rapide. C'était parfait. Le plan d'évasion n'était plus un calcul sur une feuille de calcul. C'était une réalité, attendant ma signature. J'ai pensé à ma famille, ignorant tout, supposant probablement que mon silence était une bouderie qu'ils pourraient finalement surmonter. Ils n'avaient aucune idée que je ne refusais pas seulement leur plan. J'en exécutais un bien plus permanent. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités calculées et clandestines. Pendant que ma famille rongeait probablement son frein dans leur confrontation silencieuse et manipulatrice, je me mobilisais. J'ai accepté l'offre sur ma maison et la machine juridique s'est mise en marche. Des inspections ont été programmées, des documents ont été préparés et une date de clôture a été fixée à seulement 3 semaines. C'était un calendrier agressif, mais les acheteurs étaient motivés, et moi aussi. Chaque jour qui passait ressemblait à une victoire. Le plus grand défi était de vider ma maison sans éveiller les soupçons. Je ne pouvais pas simplement louer un grand camion de déménagement et le garer dans l'allée. Mes parents vivaient assez près pour qu'un voisin puisse leur en parler. Je devais démanteler ma vie en secret. J'ai commencé par les petites choses. J'ai fouillé les placards et les tiroirs, remplissant boîte après boîte de vêtements, de livres et d'objets personnels dont je n'avais pas besoin dans l'immédiat. J'ai loué un petit box de stockage à l'autre bout de la ville. Et tard chaque soir, je chargeais ma voiture et transportais les boîtes comme un espion déplaçant des renseignements sensibles. Chaque boîte que je préparais me donnait l'impression de me débarrasser d'une couche de mon ancienne vie. J'ai trouvé de vieux albums photos remplis d'images où j'étais à la périphérie, l'air un peu gauche, tandis qu'Ethan était au centre, rayonnant. J'ai trouvé des cartes d'anniversaire de mes parents avec des vers génériques préécrits, toujours avec un billet de 5 $ glissé à l'intérieur, même dans ma vingtaine, comme si j'étais perpétuellement une enfant. Je ne me sentais pas sentimental. Je me sentais détaché, comme si je préparais une exposition de musée d'une vie qui n'était plus la mienne. J'ai tout emballé. J'ai vendu la plupart de mes gros meubles en ligne.
Ma table de salle à manger, mon canapé, le lit d'invité qui n'avait jamais accueilli d'invité mais qui était réservé pour Ethan. Je les ai mis en vente à bas prix avec la condition d'un ramassage immédiat. Les gens étaient heureux de faire une bonne affaire, et j'étais heureuse de voir les espaces vides qu'ils laissaient derrière eux. Ma maison a commencé à résonner, ressemblant moins à un foyer qu'à un point de transition. Cet acte physique de lâcher prise était profondément libérateur. Je me détachais des choses matérielles qui avaient fait de ma maison une cible. Pendant ce temps, j'ai aussi trouvé un nouvel appartement. C'était un T2 moderne dans un immeuble sécurisé avec un balcon donnant sur un parc. C'était plus petit que ma maison, mais cela semblait infiniment plus grand en termes de liberté. C'était un endroit qu'il n'avait jamais vu dans un quartier qu'il ne connaissait pas. C'était une page blanche. J'ai signé le bail et fixé la date d'emménagement pour le lendemain de la clôture de la vente de ma maison. Milly prenait de mes nouvelles constamment, une source constante d'encouragement. « Comment tiens-tu le coup ?» m'a-t-elle demandé un soir. Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien, lui ai-je dit, et c'était la vérité. Je me sens légère. Toutes ces années, j'ai pensé que leur approbation était quelque chose dont j'avais besoin pour survivre. Mais je survis très bien sans. Le silence est en fait paisible. Le silence de ma famille était en effet assourdissant. Une semaine entière s'était écoulée sans un seul mot. Comme l'avait prédit Milly, ils essayaient de me punir, de me faire sentir le froid glacial de leur désapprobation. Ils s'attendaient à ce que je craque. Ils n'avaient aucune idée que leur silence était le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. Il m'a donné le temps et l'espace nécessaires pour exécuter mon plan sans interférence. Le jour de la signature des documents de clôture finaux est arrivé. J'ai rencontré les acheteurs, un charmant jeune couple attendant leur premier enfant, au bureau de l'avocat. Ils étaient si excités, parlant de la chambre qui serait la nurserie et à quel point ils aimaient le jardin. Voir leur joie sincère a effacé tout doute persistant que j'aurais pu avoir. Ma maison allait à une famille qui la chérirait, qui construirait ses propres rêves entre ses murs. Elle ne se transformait pas en squat pour mon frère privilégié. C'était une fin heureuse pour la maison et un nouveau départ pour moi. Je me suis assise à la longue table polie, une pile de papiers devant moi. L'avocat m'a guidé à travers chacun d'eux, expliquant le jargon juridique. Ma main était stable lorsque j'ai pris le stylo. À chaque signature, je sentais une chaîne se briser. Je ne signais pas seulement pour un bien immobilier. Je signais pour me défaire du rôle de bouc émissaire de la famille. Je signais pour me défaire de l'attente que ma réussite n'existait que pour amortir les échecs de mon frère. Je signais pour me défaire d'années de ressentiment et d'obligations. Je signais pour me défaire de mon passé afin de pouvoir enfin avoir un avenir. Lorsque la dernière page fut signée, l'avocat a souri et m'a serré la main. Félicitations, Hélène. Les fonds seront transférés sur votre compte d'ici la fin de la journée. Je suis sorti de ce bureau sous le soleil éclatant de l'après-midi et j'ai pris une profonde inspiration. C'était fait. J'étais officiellement sans domicile fixe, et je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité. La seule chose qui restait à faire était d'assister à un dernier dîner du dimanche et de regarder le feu d'artifice. Le dimanche suivant, je me suis rendu chez mes parents pour ce que je savais être la dernière fois. Je me sentais étrangement calme, comme une actrice qui avait parfaitement répété son texte, attendant que le rideau se lève. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis près de 3 semaines. Mon apparition soudaine, je le savais, serait perçue comme une reddition. Ils penseraient que leur traitement silencieux avait fonctionné, que j'étais venu pour capituler. Je suis entré sans frapper, comme je l'avais toujours fait. Ils étaient tous dans le salon, leurs expressions un mélange de surprise et de satisfaction suffisante. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer », dit ma mère, sa voix empreinte d'une fausse douceur. Elle essayait de paraître indulgente, mais la lueur triomphante dans ses yeux était indubitable. « Bonjour », dis-je calmement, en prenant place dans le fauteuil le plus éloigné d'eux. Nous étions inquiets, Hélène, dit mon père, pliant son journal. C'était un mensonge, et nous le savions tous. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient agacés que j'ai contrarié leur plan. Ethan, vautré sur le canapé, se contenta de sourire narquoisement. Enfin prêt à jouer collectif, demanda-t-il, son ton suintant la condescendance. Je l'ai ignoré et j'ai regardé directement ma mère. Je suis venu parce que je suppose que nous avons encore des choses à discuter. Le visage de ma mère s'est illuminé.
C'était ce qu'elle voulait entendre, ma conformité. Excellent. Je suis si contente que tu aies retrouvé la raison. C'était très puéril de ta part de nous ignorer. Tu sais, nous avons déjà commencé à emballer certaines des affaires d'Ethan. Il peut être prêt à emménager samedi prochain. Elle l'a dit avec un air de finalité, comme si elle reprogrammait généreusement une réunion que j'avais stupidement manquée. Ça pourrait être un problème, ai-je dit, en gardant ma voix égale. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La suffisance s'est évaporée, remplacée par une confusion tendue. Un problème, répéta ma mère, sa voix sèche. Quel problème? Nous t'avons donné 3 semaines pour t'habituer à l'idée, Hélène. La discussion est terminée. Nous sommes passés à la table de la salle à manger, l'air lourd d'une tension non dite. Le repas fut servi dans un silence quasi total. Ils attendaient que je craque. Que je m'excuse, que je m'explique. J'ai mangé ma nourriture lentement, méthodiquement. Je les ai laissés attendre. Ce fut mon père qui a finalement craqué. Alors, Hélène, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Quel est ce problème que tu as mentionné? J'ai posé ma fourchette et tamponné ma bouche avec ma serviette. J'ai regardé ma mère, puis mon père, et enfin mon frère qui m'observait avec un air de pure contrariété. C'était le moment. Ma mère est intervenue avant que je puisse parler. Avant que tu ne commences avec des excuses, Hélène, soyons clairs. Ton frère emménage chez toi le temps qu'il se remette sur pied. C'est acté. Il a besoin d'un environnement stable, et tu vas le lui fournir. C'est ce que fait une bonne sœur, une bonne fille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un petit signe de tête polie. Je comprends parfaitement votre position, ai-je dit, ma voix ne trahissant aucune émotion. Et vous savez, vous avez raison. Il peut certainement emménager. J'ai fait une pause, laissant la déclaration en suspens. Le visage de ma mère s'est détendu en un sourire triomphant. Ethan s'est penché en arrière, victorieux. Puis j'ai livré la réplique finale. Bien sûr, si ça ne dérange pas les nouveaux propriétaires. Le silence. Il était absolu. Le sourire de ma mère s'est figé, puis s'est lentement effondré en un masque d'incrédulité totale. L'expression suffisante d'Ethan a disparu, remplacée par un regard vide, et mon père silencieux et complice, s'est figé en pleine bouchée, une fourchette de purée de pommes de terre suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux étaient grands ouverts de choc. Il fut le premier à parler, sa voix un murmure étranglé. Propriétaire? Ma mère retrouva sa voix ensuite, et elle était stridente. Qu'est-ce que tu as dit? Quel nouveau propriétaire? De quoi parles-tu, Hélène? Je parle du charmant jeune couple qui a acheté ma maison, ai-je expliqué calmement. La vente a été conclue vendredi. J'ai déménagé toutes mes affaires hier. Ils reçoivent les clés demain matin. Donc, comme je l'ai dit, si Ethan veut emménager, il devra voir ça avec eux. Bien que je ne sois pas sûr qu'ils aient une chambre d'amis. Ils m'ont dit qu'ils prévoyaient d'en faire une nurserie. La détonation fut plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. Ma mère s'est levée d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu as vendu ta maison? Tu as vendu ta maison sans nous le dire, a-t-elle hurlé, son visage devenant rouge et tacheté. Pourquoi vous l'aurais-je dit, ai-je demandé, ma voix toujours calme. C'était ma maison, mon bien, ma décision. Vous avez très clairement montré que vous la voyez comme une ressource pour la famille, alors j'ai décidé de la liquider. Tu as fait ça pour nous contrarier, a crié Ethan, comprenant enfin que sa vie gratuite venait d'être annulée de façon permanente. Parce que tu es égoïste, tu ne supportais pas d'aider ton propre frère pendant quelques mois. Quelques mois. J'ai ri. Un vrai rire sincère. Ethan, tu n'as jamais été autonome de toute ta vie. Ça n'allait pas être quelques mois. Ça allait être ma vie. Moi travaillant dans ma cuisine pendant que tu vivais sans loyer dans mon bureau, poursuivant un autre rêve qui ne mènerait nulle part. Moi payant le prêt hypothécaire pendant que tu investissais dans les outils du métier. Non, merci. Ton père et moi avons tout sacrifié pour vous, les enfants, a pleuré ma mère, des larmes de rage montant à ses yeux. Non, dis-je en me levant à mon tour, ma propre voix s'élevant enfin. Vous avez sacrifié mon enfance, mes opportunités, ma tranquillité d'esprit pour lui. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. On lui a tout donné.
Et ensuite, vous avez eu l'audace d'essayer de lui donner aussi ma maison. La seule chose que j'ai construite pour moi-même, loin de vous tous. Vous n'avez pas demandé. Vous m'avez dit. Vous avez dessiné les plans de ma vie, et vous n'avez même pas pensé à consulter la personne qui y vivait. Alors, j'en ai dessiné de nouveaux. Mon père a finalement posé sa fourchette, le visage pâle. Où vis-tu, Hélène, demanda-t-il, la voix faible. J'ai un appartement, ai-je dit. Et non, vous n'aurez pas l'adresse. Vous n'aurez pas de clé. Vous avez perdu le privilège de savoir où j'habite. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Ma mère sanglotait maintenant, un mélange de fureur et d'apitoiement sur soi. Mon frère me regardait avec une haine pure et sans mélange. Mon père avait juste l'air brisé. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la pitié. Ils avaient construit toute leur dynamique familiale sur une fondation défectueuse, moi, et je venais de retirer la poutre de soutien. Toute la structure pourrie s'effondrait sur eux. J'espère que vous avez de la place dans votre sous-sol, maman, ai-je dit en ouvrant la porte. Parce qu'il semblerait qu'Ethan revienne à la maison. Je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière. Les semaines qui ont suivi la détonation à table ont été caractérisées par un silence profond et gratifiant. Je m'attendais à une explosion apocalyptique de messages vocaux en colère, de textos manipulateurs, et peut-être même de tentatives de recruter d'autres membres de la famille pour me faire la morale sur mes devoirs de fille. Mais il n'y a eu rien. Il semblait que mon acte final avait été si loin de leur champ des possibles, si complètement et totalement définitif, qu'il avait court-circuité tout leur système. Ils ne savaient pas comment réagir à une Hélène qui détenait toutes les cartes. Je me suis installé dans mon nouvel appartement, un espace qui me semblait entièrement mien. Le premier matin où je me suis réveillé là-bas, le soleil entrait à flot par les grandes portes du balcon, et j'ai ressenti un sentiment de paix dont je n'avais pas réalisé l'absence dans ma vie. Il n'y avait aucune crainte persistante d'une visite inattendue de ma mère. Aucune anxiété concernant un appel à l'aide imminent d'Ethan. Mon téléphone était silencieux. Mon esprit était silencieux. Ma vie était enfin, heureusement, silencieuse. Je me suis lancé à corps perdu dans la création de mon nouveau foyer. J'ai acheté de nouveaux meubles qui étaient à mon goût, pas quelque chose de pratique qui pourrait résister à un frère privilégié. J'ai installé mon bureau à domicile dans un coin ensoleillé du salon, un espace que j'ai choisi, pas un auquel j'ai été relégué. Chaque petite décision, de la couleur des serviettes de bain à l'art sur les murs, était mienne et mienne seule. C'était une révélation. Environ un mois après le dernier dîner, j'ai reçu un appel d'une cousine avec qui j'étais modérément proche. « Salut, Hélène, commença-t-elle, la voix hésitante. Ta mère a appelé ma mère. Ça a l'air tendu par là-bas. J'imagine, dis-je d'un ton neutre. Ouais, eh bien, apparemment Ethan a bien emménagé chez eux, continua-t-elle, une pointe d'amusement dans sa voix. Et il les rend complètement fous. Il traite l'endroit comme un hôtel, laisse ses affaires partout, met de la musique forte. Ma mère a dit que ta mère l'a appelé pour se plaindre pendant 1 heure. Elle a dit qu'elle ne sait pas comment tu as supporté ça. J'ai dû sourire à l'ironie. Je ne l'ai pas supporté, ai-je dit simplement. Ma cousine a ri. Ouais, j'imagine que non. Bref, elle essayait de me faire trouver ta nouvelle adresse. Ne t'inquiète pas. Je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. Bravo à toi, d'ailleurs. Sérieusement. Cette conversation a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le problème n'avait pas été moi. C'était eux. Ils n'avaient pas voulu faire face aux conséquences de la façon dont ils avaient élevé Ethan. Alors, ils avaient essayé de m'externaliser le problème. Maintenant, ils étaient coincés avec lui. Ils récoltaient enfin ce qu'ils avaient semé pendant 3 décennies. La paix et la tranquillité de leur retraite, qu'ils avaient jugées plus importantes que la mienne, avaient disparu. Quelques mois de plus ont passé. Le silence de ma famille immédiate est resté ininterrompu. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'Ethan avait lancé son agence de conseil en images de marque. Sa page était pleine de citations inspirantes génériques et de photos floues de lui faisant semblant de travailler dans des cafés. Elle avait 12 abonnés, dont 3 étaient ma mère, mon père et son propre compte de secours. C'était, comme toutes ces autres entreprises, un échec spectaculaire. L'argent de la vente de la maison était sur un compte d'épargne à haut rendement,
un témoignage silencieux de mon indépendance. J'en ai utilisé une partie pour réserver un voyage en Italie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais senti que je pouvais justifier la dépense. Assise à un café à Florence, sirotant un cappuccino et regardant le monde passer, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement financièrement libre. J'étais émotionnellement libre. Je ne vivais plus ma vie en fonction de leurs attentes ou de leurs crises. Je vivais, tout simplement. Un soir, après mon retour de voyage, un email est apparu dans ma boîte de réception. L'expéditeur était mon père. L'objet était juste « Hélène ». J'ai hésité un long moment avant de l'ouvrir. Le message était court. « Ta mère a du mal », écrivait-il. « Ethan est toujours là. Ce n'est pas facile. J'espère que tu vas bien, papa. » Il n'y avait pas d'excuse. Il n'y avait aucune reconnaissance de leur rôle dans la situation. C'était une tentative subtile et pathétique de me faire culpabiliser à nouveau. L'ancienne Hélène aurait ressenti une pointe de responsabilité. L'ancienne Hélène aurait appelé, aurait offert d'aider à la médiation, se serait laissée entraîner à nouveau dans le vortex de leur dysfonction. Mais j'étais la nouvelle Hélène. J'ai regardé ces mots, les reconnaissant pour ce qu'ils étaient, un test, un hameçon pour voir si l'ancienne dynamique pouvait être rétablie. J'ai pensé à une réponse. J'aurais pu être en colère. J'aurais pu être moralisatrice. Mais j'ai choisi de n'être ni l'un ni l'autre. J'ai choisi d'être libre. J'ai sélectionné l'email et, sans taper un seul mot en réponse, je l'ai déplacé vers la corbeille. Puis j'ai continué ma soirée. Le son du silence.